Dès le vendredi 1er mars 2024, la police républicaine entame une vaste répression des infractions liées au non-respect des prescriptions du code de la route. Dans le numéro 25 d'Asgouf Bénin, le porte-parole de la police républicaine, Eric Oruyerima, a donné plus de précisions sur cette opération. La police républicaine va lancer sur nos axes routiers une vaste opération de répression des infractions liées au non-respect des prescriptions du code de la route. Cela consistera à envoyer des équipes sur le terrain pour verbaliser tous les contrevenants qui seront surpris en flagrant délit. L'objectif étant bien entendu de rendre nos axes routiers plus sûrs, l'objectif étant bien sûr de préserver la vie de nos compatriotes en réduisant les taux d'accidents. Ainsi donc, nous avons estimé, comme je le disais tantôt, au regard de l'ampleur du phénomène, qu'il était temps de passer à l'action. Cette opération, bien entendu, concerne tous les propriétaires de véhicules terrestres à moteur, ainsi que les propriétaires ou usagers des engins à deux roues, tout comme les usagers ou propriétaires des tricycles. Certains internautes, en parlant de l'imposition du casque aux passagers des motocyclistes, ont demandé si cette décision tient vraiment compte des réalités socio-culturelles du Bénin. Cette préoccupation rejoint justement celle de M. Igor Lalaye qui demande « Un ZEM doit avoir désormais combien de casques pour ses clients ?» ainsi que celle de Gustave Akishoé qui dit « Comment est-ce que les gens vont s'arranger? Vont-ils avoir des casques en main partout ?» Alors, chers internautes, il ne s'agit pas pour moi de répondre à la question d'un éventuel conflit de la loi avec des réalités socio-culturelles, mais plutôt d'interroger la conscience collective sur l'opportunité et la légitimité de cette campagne. À cette question, je répondrai forcément par l'affirmative dans la mesure où, lors de la survenance des accidents de la route, il n'y a pas que le conducteur de la motocyclette qui soit exposé au risque d'un traumatisme crânien. Le passager est tout aussi exposé que le conducteur de la moto. C'est pourquoi nous avons demandé que d'ores et déjà, tous les motocyclistes puissent se munir d'un casque pour eux-mêmes et d'un casque pour leurs passagers. Dans l'hypothèse où ils n'auraient pas les moyens financiers pour se procurer d'un deuxième casque, alors qu'ils ne prennent que des clients qui sont déjà munis de leur propre casque. Maintenant, si pour des raisons de convenance personnelle, un client estime ne pas vouloir d'un casque commun à tous les clients, alors il ne lui reste plus qu'à se procurer d'un casque personnel. Dans cette même veine, au fronton de toute unité de la police républicaine aujourd'hui, il y a des numéros de téléphone qui sont gravés de façon lisible. Et ces numéros appartiennent au comité chargé de la supervision des missions de sécurisation du territoire national. C'est une structure extérieure à la police républicaine. Et donc, tous ceux qui se feront épingler pour des excès de zèle ou toutes sortes de déviances se verront infliger des sanctions mémorables. Et mieux, la police républicaine s'est dotée de caméras piétons. Il s'agit d'un dispositif de caméra que les agents déployés porteront sur eux et qui filmera les faits et gestes des agents ainsi que les réactions de la personne contrôlée. Dans ces conditions, vous convenez avec moi que les excès de zèle, les déviances seront relégués au rang des vieux souvenirs. Quand quelqu'un
brûle le feu, ça constitue un danger potentiel pour celui qui respecte le feu. Celui qui respecte le feu, lui, là, le verre, il sait que personne ne doit venir de n'importe quel côté que ce soit. Et quand il s'engage, quelqu'un brûle le feu, ils viennent se télescoper au milieu. Maintenant, le feu, on ne passe que quand le feu est au vert. C'est le feu vert qui donne la priorité de passage. Quand le feu est à l'orange, on ralentit, on s'arrête parce que ça annonce le feu rouge. Mais ce que nous remarquons, c'est quand le feu est à l'orange, qu'on veut filer pour dépasser le feu. Alors en ce moment, quelqu'un qui a le vert, vous constituez encore un danger pour lui. Donc, nous exhortons notre chère population à s'arrêter quand le feu est au rouge et à patienter jusqu'à ce que le feu vert ne soit allumé avant de s'engager. Ce n'est pas la peine de respecter le feu et de démarrer à 5 secondes de l'allumage du feu vert. Ça ne sert à rien. Ce n'est pas la peine quand on vient et que le feu orange est annoncé, il vaut mieux ralentir et s'arrêter et ne pas se faire surprendre en voulant dépasser le feu. L'autre chose sur laquelle nous sensibilisons la population, c'est les passages cloutés, les passages pour piétons qui sont avant les feux. Normalement, quand le feu est rouge, tout véhicule, motocycliste ou automobiliste, doit s'arrêter avant le passage pour piétons pour permettre aux piétons de traverser la route par le passage clouté. Mais ce que nous remarquons, c'est que les véhicules mordent le passage clouté quand le feu est rouge. Ils sont jusqu'à presque à aller passer là où il y a les feux. Ils n'arrivent même pas à lire la minuterie pour voir quelles secondes il reste. En ce moment, les piétons qui veulent traverser ne trouvent plus pas où traverser. On a sensibilisé la population, on a fait un travail dans ce cadre. Donc quand vous allez dans les feux, dans le département, vous allez voir qu'il y a beaucoup qui ne commencent pas à respecter maintenant le passage clouté. Mesdames et messieurs, l'ouverture de la première section ordinaire de cette année nous place devant des perspectives importantes, à savoir, entre autres, l'opérationnalisation des réformes dans le secteur des médias, la finalisation du processus de nomination du directeur général et des directeurs d'organes de la Société de radio et de télévision du Bénin SA, l'organisation de l'élection des professionnels des médias devant siéger à la 7e mandature de la HAC, le suivi déontologique des médias. La mise en œuvre de cette réforme ne va pas tarder et nous restons confiants que les professionnels des médias travailleront sous peu dans de meilleures conditions. Maintenons la dynamique. Que la santé et la paix habitent nos corps et nos esprits, afin que nous ayons constamment la force d'être au service de la presse et de la République. C'est sur ces mots que je déclare ouverte la première section de l'année 2024. Aujourd'hui plus qu'hier, les femmes constituent un maillon incontournable de notre approche de développement durable de nos nations. La Direction générale des impôts du Bénin l'a très tôt comprise et c'est dans cet dynamisme que depuis 2019, elle a élaboré une stratégie de la gestion égalité femmes-hommes. Poursuivant dans cette même lancée, elle a procédé à une auto-évaluation de la maturité en matière d'équilibre des genres avec l'appui de l'African Tax Administration Forum ATAF. La tenue de la présente conférence vient alors à point nommé, car convaincu du défi que représente la question de l'engagement des femmes dans la mobilisation des ressources internes d'une part et leur performance d'autre part. À la lumière des points inscrits au programme du déroulement de cette rencontre et au regard des résultats attendus, j'ose croire que les travaux de ces assises permettront de trouver la meilleure approche possible pour la construction et l'expansion des femmes fiscalistes dans la société. Dans la plupart en fait, des organisations, donc des instituts fiscaux, mais pourquoi vous ne prenez pas de responsabilités? Vous ne les prenez pas. Vous ne les prenez pas. Il faut concourir à prendre les présidences des instituts fiscaux. En le faisant, vous avez accès directement à la présidence en fait, de l'Union. Il n'y a pas eu en fait, beaucoup de femmes. Moi, j'ai connu en fait, Kadam Glaise en fait, comme président. Donc les femmes, vous devez vous battre
pour être au devant de la scène dans les instituts fiscaux. C'est ça que je vous demande. La mobilisation, en fait, elle est là. Mais je sais qu'en fait, d'ici 3, 4, 5 ans, mais il y aura également une plus grande mobilisation par rapport, non seulement en fait, à Suite, mais également en fait, au niveau en fait, de l'Union, parce que vous viendrez en fait, au niveau de l'Union. C'est nécessaire. Ici, nous avons des unités intégrées du textile. Donc, on passe de la filature, on parle du tricotage, du tissage et de la confection de vêtements. Donc, ces 3 unités vont transformer à peu près 40 000 tonnes de fibres, ce qui fait à peu près 12,7% de la production actuelle de fibres du Bénin. Et chaque unité va employer à peu près 5 000 personnes. Dans d'autres pays, notamment le Vietnam, l'Inde, l'Indonésie, etc., ils ont souvent des unités de textile qui transforment séparément. C'est-à-dire que vous avez une unité qui va faire la filature, une autre unité qui va faire le tissage, une autre unité qui va faire le tricotage et une autre qui va faire la confection de vêtements. Ici, nous avons des unités intégrées de textile. Par le biais d'Azoli, on s'est enregistré et après on a suivi un test. Et c'est après le test qu'on a été recruté par l'ANPE pour venir ici. On fait sizing. Ça consiste à joindre la vie du haut jusqu'en bas, des deux côtés. Je remercie le gouvernement béninois pour aider les jeunes à gagner l'emploi au Bénin. Et j'invite toute la jeunesse béninoise de ne pas négliger cette opportunité et de postuler chaque fois, d'aller à l'ANPE, déposer leurs dossiers chaque fois et ils seront appelés un jour. La finalité de cette formation, c'est pour permettre à ces jeunes d'acquérir des compétences nécessaires pour pouvoir coudre des habits qui répondent aux exigences internationales, comme des t-shirts, comme des polos, comme des chemises, comme des leggings, des culottes, etc. C'est bien, en fait, ça me permet de me prendre en charge, en fait. Aujourd'hui, je peux dire que c'est un boulot qui me permet de me situer dans la société et tout. Donc, c'est une belle opportunité. Nous avons voulu nous appuyer sur ce que nous avions de mieux que les autres, ce que nous avions de spécifique, qui est la production en grande quantité et en qualité d'un certain nombre de produits. Nous voulons nous appuyer sur ces forces pour transformer ces produits afin que, au niveau de toutes les chaînes de valeur, nous puissions capter, nous, la valeur ajoutée et ne pas laisser la valeur ajoutée à d'autres pays qui importent nos produits, qui les transforment chez eux en créant des emplois, en créant de la valeur ajoutée et en créant tout un ensemble d'activités de sous-traitance qui leur permettent en fait de se développer. Les 275 membres de la Chambre ont approuvé à l'unanimité le projet de loi après sa 3e lecture. Cette loi criminalise les activités LGBTQ+, ainsi que leur promotion, leur défense et leur financement dans le pays. En vertu de cette nouvelle législation, les personnes impliquées dans de telles activités risquent d'être incarcérées de 6 mois à 3 ans, tandis que les promoteurs et les défenseurs encourent 3 à 5 ans d'emprisonnement. L'adoption du projet de loi anti-LGBTQ+, marque un tournant dans l'histoire législative du Ghana. L'approbation du texte a tout de même suscité de vives controverses. La veille, une coalition de groupes de la société civile dirigée par la présidente du conseil d'administration du Centre pour le développement démocratique, CDD Ghana, la professeure Audrey Gadzekpo, avait exhorté le président Akufo-Addo à ne pas approuver le projet de loi dans sa forme actuelle. Un projet de loi qui criminalise les personnes LGBTQ+, et leurs sympathisants au Ghana a suscité une condamnation internationale jeudi après son adoption par le Parlement. Les Nations Unies l'ont qualifié de profondément troublant et ont demandé à ce que ce projet de loi n'entre pas en vigueur.
L'adoption par le Parlement ghanéen du projet de loi 2024 sur les droits sexuels et les valeurs familiales élargit le champ des sanctions pénales à l'encontre des lesbiennes, des gays, des bisexuels, des transgenres, des transsexuels et des queers, simplement pour être qui ils sont. Nous demandons instamment au gouvernement ghanéen de prendre des mesures pour que chacun puisse vivre à l'abri de la violence, de la stigmatisation et de la discrimination, quelle que soit son orientation sexuelle ou son identité de genre. Le projet de loi qui a été voté par le Parlement de ce pays d'Afrique de l'Ouest mercredi criminalise les relations, l'activité sexuelle et les démonstrations publiques d'affection entre les membres de la communauté LGBTQ+. La mission de maintien de la paix des Nations Unies au Congo, connue sous le nom de MONUSCO, a fermé sa première base au sud de Kivu ce mercredi, remettant le camp à la police congolaise après 25 ans de présence sur le territoire. Kamanyola est la première base de la MONUSCO au sud Kivu qui ferme après la signature conjointe par le gouvernement de la République démocratique du Congo et la MONUSCO le 21 novembre 2023 de la note sur le retrait accéléré, progressif, ordonné et responsable de la MONUSCO. Une cérémonie de transfert a eu lieu à Kamanyola où la base de la MONUSCO était établie depuis 2005. La police nationale congolaise est désormais responsable de la sécurité dans la région. Conscient des défis existants, mais je suis également confiant dans la capacité des forces de défense et de sécurité congolaises à relever les défis avec détermination et professionnalisme. La MONUSCO était au Congo pour une mission de maintien de la paix de l'ONU afin de protéger les civils et le personnel humanitaire et de soutenir le gouvernement congolais dans ses efforts de consolidation de la paix. Au deuxième jour de sa visite d'État à Nairobi, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a soutenu que l'Éthiopie et le Kenya partageaient les mêmes aspirations à des relations pacifiques et qu'il souhaitait maintenir des liens forts avec le Kenya pour faire face aux difficultés que rencontrent les deux pays. Nous rencontrons de nombreux problèmes dans notre région. Nous avons beaucoup de problèmes en Éthiopie et au Kenya. Nous ne voulons pas en rajouter. Nous préférons résoudre les problèmes des uns et des autres afin d'élever le niveau économique des deux pays et d'être des pays exemplaires aux yeux des autres frères africains. Le projet d'Abiy Ahmed avec le Somaliland avait suscité des tensions dans la région. La Somalie ayant entrepris de former une coalition avec d'autres pays pour faire pression sur Addis Abeba et annuler cet accord. Nous avons toutes les raisons d'être confiants dans la capacité du Kenya et de l'Éthiopie à progresser ensemble dans un esprit de fraternité, de solidarité et de partenariat stratégique en vue de concrétiser les immenses possibilités qui s'offrent à nous en matière de paix, de sécurité, mais aussi de transformation économique et de partage de la prospérité entre nos deux peuples. Abiy Ahmed a ajouté que les liens bilatéraux entre les deux pays constituaient un modèle qui permettrait de libérer l'Afrique sur le plan politique, mais aussi sur le plan économique. Le footballeur international Paul Pogba a été suspendu 4 ans par le tribunal antidopage italien. Contrôlé positif à la testostérone le 20 août dernier, après un match de la Juventus contre l'Udinese, le joueur qui fêtera ses 31 ans le mois prochain a été condamné à 4 ans de suspension, a annoncé son club ce jeudi. Suspendu à titre provisoire le 11 septembre 2023, le joueur qui assure avoir ingéré involontairement la substance a annoncé qu'il fera appel de la décision devant le tribunal arbitral du sport en Suisse. L'entourage du joueur a fait savoir que le taux élevé de testostérone proviendrait d'un complément alimentaire prescrit par un médecin que le joueur a consulté aux États-Unis. Les suspensions de 4 ans peuvent être réduites dans le cas où un athlète peut prouver que son dopage n'était pas intentionnel, si le contrôle positif est le résultat d'une contamination ou s'il fournit une assistance substantielle pour aider les enquêteurs.
Dans la province irakienne de Najaf, le cimetière d'Om Khashm est un site historique qui témoigne de la richesse et de la diversité du patrimoine national. Découvert en 1986, l'ancien cimetière du district d'El Hira est considéré comme l'un des plus grands et des plus anciens cimetières chrétiens en dehors du Vatican. Selon les autorités irakiennes, ce cimetière serait vieux de 1800 ans. Aqil Ghalib, du département irakien des Antiquités, explique que les chrétiens d'Irak ont enterré leurs défunts sur ce site de génération en génération, perpétuant la tradition funéraire de la terre sacrée d'El Hira. El Hira était une région habitée par une communauté appelée El Ubad, les adorateurs, dont la plupart étaient chrétiens. Les cimetières chrétiens sont comme un témoin vivant qui raconte l'histoire de la civilisation et de la diversité culturelle. Citons notamment le cimetière chrétien d'El Manabir et le cimetière d'Om Khashm. Ce dernier est considéré comme l'un des plus grands cimetières chrétiens du Moyen-Orient et pourrait atteindre, voire égaler le statut du cimetière chrétien du Vatican. Au lendemain de l'invasion américaine en 2003, les pilleurs ont pris le cimetière pour cible et se sont emparés d'objets de valeur datant de plusieurs siècles, ainsi que d'objets personnels tels que des croix ou des bouteilles en verre contenant du parfum et de l'huile sacrée. L'archéologue Waqas Mohammed accuse les gouvernements irakiens successifs d'avoir mis en péril ce site, mais aussi de négliger son potentiel en tant que ressource économique et éducative importante. Malheureusement, cette zone a été profanée par les voleurs d'antiquités qui procédaient à des fouilles sauvages et illégales. Depuis 2003, le cimetière subit des exhumations terrifiantes et les antiquités sont acheminées clandestinement vers des destinations inconnues. Nous regrettons profondément que le gouvernement néglige ce cimetière et ne protège pas ces antiquités. Les tombes du cimetière, dont la construction varie de l'urne en poterie au cercueil en poterie en forme de pignon, offrent une fenêtre sur les pratiques funéraires et les croyances des anciennes communautés chrétiennes d'Irak. Les médecins s'inquiètent de la hausse alarmante du nombre de cas de cancer du côlon chez les patients de moins de 50 ans. Bien que la maladie soit considérée comme une maladie des personnes âgées, elle touche de plus en plus des adultes jeunes. Les études récentes montrent que le cancer du côlon précoce augmente de 2% par an. On parle de cancer colorectal précoce lorsque l'âge au moment du diagnostic est inférieur à 50 ans. Nous devons donc être conscients des symptômes du cancer du côlon ou du cancer du rectum, notamment les douleurs abdominales, les saignements rectaux et la perte de poids involontaire. Il faut en parler aux médecins pour qu'ils procèdent à une coloscopie, puis à un diagnostic de dépistage pour savoir ce qui se passe. Le cancer du côlon est l'un des cancers les plus fréquents. Il touche chaque année plus de 47 000 personnes et cause le décès de 17 000 personnes. Il existe des facteurs de risque modifiables qui peuvent réduire le cancer du côlon, notamment un mode de vie plus sain, une activité physique et un régime alimentaire comme le méditerranéen, qui est riche en fibres, pauvre en viande rouge et en graisse animale. Cette expansion de la maladie peut s'expliquer en grande partie par une augmentation des expositions à des facteurs de risque. Les modes de vie ne sont pas les seuls facteurs à prendre en compte. Les facteurs génétiques héréditaires peuvent également influer sur le risque global. Le président russe Vladimir Poutine a déclaré que la Russie serait ouverte au dialogue lors d'un discours à la nation prononcé devant un parterre de législateurs et de hauts fonctionnaires. La Russie est prête à dialoguer avec les États-Unis d'Amérique sur les questions de stabilité stratégique. Mais je tiens à souligner ceci, chers collègues, de manière à ce que tout le monde entende bien ce que j'ai à dire. Nous sommes en présence d'un État dont les cercles dirigeants mènent des actions ouvertement hostiles à notre égard. C'est-à-dire qu'ils discuteront sérieusement avec nous de questions de stabilité stratégique, tout en essayant d'infliger à la Russie, comme ils le disent eux-mêmes, une défaite stratégique dans la bataille. Cette déclaration ferme fait suite à des avertissements antérieurs de Poutine, qui a fréquemment rappelé la puissance nucléaire de la Russie depuis qu'il a envoyé des troupes en Ukraine en février 2022, dans le but de décourager l'Occident d'accroître son soutien militaire à Kiev.